Petit instant. Voilà. Donc, je vais commencer pour rappeler qui est Adalia, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, on a une ASBL active dans toute la Wallonie et subventionnée par le OSPOE pour accompagner, conseiller, former, sensibiliser les gens à une gestion écologique des espaces verts, tant publics que privés. Et donc voilà, ce sujet d'actualité fait partie de nos missions et compétences. Euh, je vais rappeler brièvement, hein, comme je l'avais fait la dernière fois. On va pas s'étendre là-dessus puisque ça a déjà été présenté, mais juste un petit rappel de ce qu'on entend aussi par changement climatique et rappeler que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qui est déjà en marche, que la hausse des températures est déjà bien présente et que si on ne met rien en place, les prévisions nous montrent que ça va s'accentuer. Et donc, comme on peut le voir sur ces images très récentes, c'est pas des images du futur, c'est une réalité qu'on connaît déjà et qui risque de s'accélérer. Et ces phénomènes vont s'accentuer si à l'échelle de notre territoire, on ne met rien en place. Et donc, qu'est-ce que ça provoque, tous ces dérèglements et ces changements? Au niveau du jardin et des végétaux, on voit que les végétaux souffrent, rencontrent aussi des dérèglements par rapport à leur comportement. Donc, ils bourgeonnent plutôt que prévu. Ils sont en décalage par rapport, par exemple, aux pollinisateurs qui se réveillent aussi à des moments différents de ce qui se passait avant. Les végétaux connaissent des stress hydriques dus aux fortes pluies. Il y a des fragilisations dues au vent, aux casses suite à ces pluies violentes et torrentielles. Et puis, il y a évidemment tout ce qui concerne les chaleurs et la sécheresse qui provoquent aussi une fragilisation de tous ces végétaux. Le sol également souffre particulièrement. Alors, comme Bastien le disait, cette formation, ce webinaire fait partie d'un cycle de 2 webinaires. Donc, la première partie a été donnée au printemps dernier et il concernait principalement la gestion de l'eau optimisée et raisonnée et tout ce qu'on pouvait mettre en place pour infiltrer les eaux de pluie au plus près de là où elles tombent. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre ce webinaire, je vous invite, je vous ai remis le lien ici, je vous invite à le suivre pour avoir vraiment le panel complet de toutes les actions qu'on peut mettre en place. Ici, donc, voilà, nous, dans, dans cette heure et demie, on va plus se concentrer sur toutes les pistes d'action qui concernent la végétation. Il faut savoir, comme je viens de l'expliquer, que la végétation se voit impactée par ces changements. On le voit par exemple ici sur l'image où nos hêtres, par exemple, souffrent pas mal du réchauffement. Mais la végétation fait aussi partie des solutions d'adaptation. Et donc, c'est là que c'est intéressant. On va essayer de travailler sur les deux parties. Donc, vous expliquer ce qu'elle peut nous rendre comme service en termes d'adaptation et comment nous, on peut l'aider à être plus résiliente au sein de nos villes et de nos jardins. Donc, je vais d'abord faire un petit tour des rôles, des rôles et des services rendus par la végétation. Et donc, comme on le voit ici, vous avez peut-être déjà vu passer cette photo. Euh, donc, elle joue d'abord un rôle de climatiseur naturel, surtout dans les espaces très urbanisés. S'il n'y a pas de végétation, il y a une réverbération, etc. Et avec la végétation, on arrive à faire redescendre les températures non seulement par l'ombre qu'elle procure, et aussi par l'évapotranspiration qu'elle va, qu'elle enfin, qu'elle va pouvoir développer. Donc, comme je le disais, donc elle a ce rôle de
de climatiseurs naturels, mais elle lutte contre les îlots de chaleur urbains. Elle fait en tout cas partie des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Euh, Comme je l'ai dit, grâce à l'ombre qu'elle procure, mais également parce que si vous végétalisez le sol au lieu d'utiliser des revêtements bétonnés ou non perméables et foncés, ben, on voit très bien ici la différence. Ici, on va absorber et ça va réverber la chaleur, alors que là, ça va avoir un effet de rafraîchissement. Ici, on voit aussi bien donc, cet effet de transpiration qui, du coup, rafraîchit l'air. Il faut savoir que bah, toute la végétation qu'on met en place bah, fait partie d'un réseau global. Et donc, sur cette image, on voit bien que c'est tout ce qu'on va mettre en place au sein de nos villes, mais aussi au sein de nos espaces verts privés, qui va faire bah, que finalement, nos territoires vont pouvoir être plus résilients. Et euh, voilà. Au niveau des autres services rendus, on a pu constater qu'elle elle jouait un rôle également en tant que capteur des pollutions, aussi bien au niveau de l'air que du sol. Donc en ville, il y a, évidemment, tous les végétaux ne sont pas égaux face à ces services rendus, mais il y a un travail d'ailleurs au niveau de la végétalisation urbaine qui, euh, qui est fait et qui permet de déterminer les végétaux qui vont nous aider à ce niveau-là. Ça a un impact non négligeable sur notre bien-être et notre santé, évidemment. Il est bien plus agréable de se balader dans un environnement tel que celui-là plutôt qu'une rue sans végétation. Mais elle va aussi, bah, comme ça, on l'a déjà vu dans le premier webinaire, elle va permettre bah, une gestion des pieds d'arbres, bah, aussi bien en ville que dans nos jardins. Et elle va permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales au plus près de là où elles tombent. Alors, au niveau d'un jardin privé, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place bah, pour profiter, comme je le disais, de tous les services rendus, mais aussi pour l'aider à s'adapter et à être plus résilient. Et donc là, on va diviser ce webinaire bah, en 5 parties. Je vais d'abord vous expliquer ben, pourquoi il est important de planter des arbres si vous avez la possibilité de le faire. Vous expliquer pourquoi la diversité à tous les niveaux est la clé d'adaptation, en tout cas une des clés principales. Pourquoi opter pour des végétaux qui sont adaptés à notre jardin. Enfin, c'est un peu revoir nos modes de pensée quand on construit un jardin. On va aussi voir pourquoi c'est important de réduire l'entretien intensif et de créer des zones refuges favorables à la biodiversité. Et puis, on terminera avec quelques exemples concrets de plantes qui ont montré bah, ces dernières années des belles résistances et une tolérance à la sécheresse et qui peuvent être utilisées facilement dans nos jardins. Alors, pour commencer, donc, comme je vous le disais, alors ça peut paraître simple, mais ça l'est pas. C'est pas toujours évident. On remarque que dans certains jardins, ou alors on les arbore, mais sur les côtés du jardin, et on pense plus rarement à installer des arbres euh, en plein milieu ou près d'une terrasse. C'est vraiment des gestes à avoir si vous avez la possibilité, en fonction de la taille de votre jardin, bien sûr, mais pour profiter de tous les services que j'ai expliqués avant, notamment, donc profiter de l'ombre naturelle des arbres et de son évapotranspiration donc ils vont rejeter dans l'air euh, en vivant, tout simplement. Que ce sont des grands ils apportent à la petite faune utile une grande quantité de nourriture et d'abri. Je prends l'exemple du tilleul, qui est une excellente essence pour les pollinisateurs
et pour plein d'autres insectes et petites faunes. Euh, Évidemment, hein, si je prends l'exemple du tilleul, bon, c'est sûr qu'il faut une certaine place pour l'installer, mais voilà, à l'heure actuelle, il y a tellement de variétés d'arbres différentes. Je vous montre ici quelques exemples de ports naturels d'arbres. Et donc, il ne faut pas hésiter à vous renseigner. Il y a des arbres beaucoup plus petits qui vont s'adapter à des jardins urbains. Et donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour trouver l'arbre ou les arbres qui vont pouvoir jouer ces rôles dans vos jardins. Ils vont aussi permettre du coup de renforcer les corridors écologiques, bien entendu. Donc ici, moi, je vous ai remis, j'ai vraiment fonctionné comme dans l'autre webinaire. Donc c'est sûr qu'on va passer en revue tout ce qu'on peut mettre en place dans son jardin, mais on ne pourra pas rentrer en détail dans chaque outil ou chaque action parce que certains demanderaient un webinaire entier. Donc ici, moi, je suis là pour vous expliquer tout ce qu'on peut mettre en place, vous donner des liens utiles pour pouvoir aller plus loin et voilà. Et on pourra développer lors de prochains webinaires, s'il y a des sujets qui vous intéressent, on pourra les développer en priorité pour répondre à vos questions. Mais donc voilà, ici au niveau de la sélection des arbres, moi, je vous ai remis quelques outils utiles pour effectuer cette sélection. Le premier a été développé principalement euh, par le CEREMA en France, qui fonctionne, enfin, qui est un organisme qui va plutôt aider l'aménagement urbain et aider les villes à planter correctement. Mais je trouvais intéressant de vous remettre cet outil-là parce qu'il donne je vais y arriver, des données intéressantes sur les arbres parce qu'ils ont fait toute une étude pour voir justement si les arbres étaient plus résistants en termes de sécheresse, quels étaient leurs indices biodiversité. Et donc, c'est des éléments qui sont intéressants quand on veut améliorer la résilience de nos jardins privés également. Je vous ai aussi remis un moteur de recherche qui lui, fonctionne par toute une série de critères. Et là aussi, hein, ça peut être plus voilà, pour des rues ou etc. Mais il y a moyen d'aller très loin dans les recherches et de sélectionner, par exemple, grand jardin, petit jardin, s'il y a une résistance, s'il y a des environnements extrêmes. Donc là, vous allez retrouver tolère la sécheresse, etc. Donc il y a vraiment moyen de peaufiner la recherche et trouver des végétaux qui correspondent au mieux à votre situation. Et encore un outil que la ville de Liège a développé, où là, avec toute une série de questions, il détermine un peu quelle essence serait intéressante pour l'utilisation qu'on en a. Évidemment, la première chose, et ça, je pense que c'est quand même bien de le rappeler, c'est de penser avant la plantation, ou l'endroit où vous souhaitez implanter votre arbre, c'est de vérifier de la place disponible et de la dimension à taille adulte. Ça peut paraître bête, mais on se rend compte encore beaucoup de fois qu'on doit déplanter des arbres parce ils sont plantés à un endroit où, quand ils se développent, c'est impossible de les garder, ou alors on doit les tailler de manière trop sévère. Et donc, la première chose à faire, c'est de vraiment vérifier la place disponible pour lui laisser le port le plus naturel possible. La période de plantation, c'est maintenant, de plus en plus, et le tout nous indique à croire que ça va être accentué dans les années à venir, parce que l'automne reste, est la période où les arbres ont le temps de s'enraciner correctement avant de faire face à ce qui les attend l'année d'après. Alors, on va pouvoir passer à la partie 2 et je vais tenter de vous expliquer pourquoi la diversité, c'est une des clés principales de l'adaptation. On va parler aussi bien de la diversité des espèces, mais aussi de comprendre que
il n'y a pas que la diversité des espèces, on peut aussi jouer sur les différentes strates végétales. Euh, qu'il faut aussi penser au jardin en 3 dimensions et plus spécifiquement sur le plan de 2 dimensions. On peut vraiment investir mur, clôture, toiture, abri et pergola pour renforcer cette végétation. Et enfin, l'importance de la diversité génétique dans l'adaptation. Donc, Donc, en ce qui concerne la diversité des espèces, mais il y a différents avantages et importance à ce qu'on diversifie les espèces plantées au jardin et dans tout endroit, dans tout espace vert d'ailleurs. Mais voilà, je vais vous citer ceux-ci qui me semblent les plus flagrants et les plus importants dans ce qui nous concerne. C'est-à-dire que le fait de diversifier va vous permettre d'étaler les floraisons et avoir un effet de présence végétale tout au long de l'année pour justement en partie répondre à ces cycles décalés des végétaux et de leur faune, de la faune qui fonctionne avec eux. Ça va permettre aussi de réduire et de contrôler l'attaque des ravageurs, puisque en monoculture, évidemment, c'est plus compliqué. De renforcer la biodiversité de votre jardin et du réseau écologique. Comme on l'a vu, votre jardin fait partie du réseau écologique. Et enfin, il va permettre de réduire les risques d'allergie, ce qui n'est pas négligeable puisque on va avoir moins de la présence d'une d'une essence, d'une plantation monospécifique risque d'être beaucoup plus allergène que si on diversifie forcément les plantations. Et donc, ici, on va vous parler d'un cas concret qui est facile à mettre en place au jardin, la haie mixte, qu'on retrouve de plus en plus dans les modes de conception, que ce soit aussi au niveau de l'agriculture, mais en ville, mais dans les jardins, on commence vraiment à réfléchir et à se dire que c'est peut-être le mode en tout cas la plantation de haies la plus intéressante pour non seulement toutes les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire que la diversité, quand on est sur de la plantation monospécifique, comme ça a été le cas dans les décennies dernières, bah, je, vous voyez ici un exemple de bruit qui a été touché par la pyrale, c'est l'ensemble de la plantation qui doit être remplacée. Même chose pour une haie ici de Thuya. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'une haie qui est variée va avoir des réponses différentes à donner à ces attaques et va permettre d'accueillir beaucoup plus de pollinisateurs et d'animaux utiles au jardin et d'être du coup plus résiliente pour, euh, dans son adaptation. Et donc, il y a quand même quelques points d'attention par rapport à cette haie mixte. Euh, on voit beaucoup de fascicules ou d'informations qui circulent sur la haie mixte. Et voilà, il faut savoir qu'il y a la possibilité de la planter classiquement en un rang. Mais si vous avez la place, idéalement, on vous dira que vous pouvez la planter sur 2 voire 3 rangs, ce qui va encore renforcer sa résilience et l'effet bénéfique pour votre jardin. Évidemment, il faut vérifier que l'espace disponible dans votre jardin le permette. Et je vous rappelle quand même euh, que que la plantation de haies en mitoyenneté, si elle ne dépasse pas 2 mètres, peut être plantée à 50 centimètres de la mitoyenneté, mais que si on est plus haut que 2 mètres, il y a 2 mètres à respecter à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est quand même des paramètres importants à prendre en compte quand on veut se lancer dans une plantation de haies. Alors, au niveau des avantages, ils sont quand même nombreux, comme je l'ai déjà un peu développé avant, mais il y a aussi
Au niveau intérêt, justement, par rapport au vent violent, il y a un intérêt à planter comme ça des essences différentes et en décalé, parce que si vous le voyez bien ici sur les images qui sont reprises ici au-dessus, ben, une plantation monospécifique serrée comme à l'image d'un mur, les vents vont être stoppés net et vont avoir tendance à former des tourbillons à l'arrière, donc au niveau de votre jardin. Ce qui ne sera pas le cas du coup pour une haie de ce type, puisque les vents vont pouvoir s'infiltrer, s'engouffrer et sa progression sera ralentie. Et donc, comme on peut le voir sur cette illustration que j'aime beaucoup, déjà au niveau paysager, on va pas se mentir, il y a un effet beaucoup plus naturel, mais du coup, le fait d'imiter ce côté naturel et de s'en prendre en fait à ce que la nature fait, ben, ça permet ben, du coup d'attirer, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus ben, de petits animaux et de recréer entre guillemets un écosystème sain au niveau de votre jardin. Mm. Hop. Donc les autres choses quand même à prendre en compte, enfin, qui sont très importantes, c'est évidemment l'exposition et les autres conditions dans lesquelles vous allez planter. Donc ça, c'est quand même à pas négliger. Notamment si vous voulez quand même que cette haie ait un effet brise-vent, ben, il va falloir la mettre perpendiculairement au vent dominant. Donc il va falloir tenir compte des vents dominants quand vous allez l'installer. Si vous souhaitez qu'elle ait cet effet occultant comme peut l'avoir une haie classique, il ne faudra pas négliger non plus de maintenir un ratio de 2 tiers de caduc et 1 tiers de persistant. On peut aller avec plus de persistants, mais il faudra en tout cas être sur ce ratio minimum. Et là, de nouveau, je vous ai remis quelques outils si vous avez pour projet de réaliser ce genre de haie ou vous voulez vous renseigner plus précisément sur ce qui est possible de faire. Là, je vous ai remis quand même des choses assez pratiques. Il y a notamment le Vanemecum de Yes We Plan qui va vous détailler tout ce qui concerne les subventions auxquelles on a droit et toute une liste de plantes, enfin en tout cas d'essences qui peuvent être subventionnées et encore plein d'informations très utiles. Je vous remets une petite fiche de Bruxelles Environnement qui est pas mal faite et qui donne déjà pas mal de laquelle j'ai repris d'ailleurs ce schéma qui vous explique un peu comment on peut concevoir une haie, les espèces végétales et comment l'entretenir. Et enfin, je vous ai remis une brochure qui date un peu, mais qui pour moi est toujours d'actualité. Un petit instant, parce que je ne... il va falloir le temps. Je ne sais pas comment faire remonter ça. Ah, peut-être comme ça. Voilà. C'est juste pour vous montrer. C'est un document qui a été fait par la WAF et hop, et qui permet, en fonction de la région où on se situe, c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il reprend vraiment en fonction de la région où on se situe, mais, des plantes de haies qui s'adaptent à la région et en fonction de l'utilité et des intérêts qu'on recherche. Et donc, c'est vraiment pas mal fait. Je vous invite à le parcourir si vous êtes, si vous souhaitez vous lancer là-dedans. Maintenant, si vous avez un projet vraiment bien détaillé ou des besoins de conseils personnalisés, vous pouvez toujours contacter Conseil E, dont l'adresse est reprise ici et où là, ils vont vraiment pouvoir vous accompagner dans un projet personnalisé. Voilà, en termes de diversité, comme je vous le disais, on peut parler des différentes espèces, mais il est aussi important de comprendre il faut investir les différentes strates et il faut profiter de ces différentes strates ou comment imiter la nature, puisque dans la nature,
toutes ces strates existent et elles ont une utilité et se rendent service l'une entre elles, enfin les unes entre les autres. Et donc, c'est intéressant de se dire, bah, tiens, comment dans mon jardin je peux investir ces différentes strates et les faire fonctionner ensemble. Et donc, on retrouve évidemment la strate des arbres et des arbustes. Ça, c'est un peu ce dont je vous ai parlé. Et on va retrouver aussi les vivaces et les annuels. Donc, ça, c'est plus au niveau herbacé, c'est la strate d'en dessous. Et puis, on a la strate avec les couvre-sols, les plantes grimpantes. Et au niveau de ce qui se passe en dessous du sol, on a aussi les bulbes. Et donc, comme je viens de vous le dire, bah, ce qui est intéressant, c'est de maximiser l'utilisation de ces strates et de se dire qu'elles vont se rendre service l'une l'autre. Ça veut dire que ben, si vous plantez votre jardin en multistrates, les plantes ici vont protéger vos arbres, vont permettre l'infiltration des eaux pour celui-ci. Et d'un autre côté, les plantations qui se trouvent ici vont profiter, elles, bah, de la protection de ces arbres. Ce qui va rendre du coup votre jardin beaucoup plus intéressant et beaucoup plus diversifié. Euh, Et on va réduire évidemment l'érosion des sols au maximum. Je vous le rappelle, mais ça a été bien détaillé dans le premier webinaire, mais je vous rappelle, on le voit bien ici, qu'il est important si le sol n'a pas un couvert végétal maximum, c'est d'utiliser du paillage, idéalement organique, pour protéger votre sol et vos plantations ben, de la sécheresse, mais aussi de l'érosion. Euh, et donc, maintenant, si vous couvrez, enfin, s'il y a la présence de couvre-sol et que vos végétaux sont suffisamment développés, ça devient forcément moins nécessaire. Voilà un autre exemple, hein, mais tout ça pour vous montrer qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec ces différentes strates et de vraiment de faire non seulement des choses très, très esthétiques, mais aussi très, très variées et très profitables à votre jardin. Perrine, Oui? il y a juste quelqu'un qui demande de mettre en grand écran la présentation, Ah, si c'est ok. possible. Ouais. Écoute, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai le bandeau ici de... Attends, hein, je vais voir comment faire. J'ai le bandeau ici qui m'empêche de... euh, Si tu repartages, à mon avis. euh, ah, non, je vais devoir ressortir et re-rentrer. Ce qui va être un petit problème parce que j'ai d'autres liens à vous montrer, mais enfin, on verra comment on peut faire. Mais je vais en tenir compte pour la prochaine fois où je ressors du document, en tout cas. Donc, euh, donc Ok, voilà. merci. Donc voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est intéressant pour renforcer encore davantage les bénéfices de la végétation, de penser trois dimensions, c'est-à-dire qu'on utilise bien les plantes grimpantes et ce genre de choses dans le jardin, mais on n'imagine pas à quel point tout ce qui est vertical peut servir et renforcer cette végétation si on l'utilise correctement. Alors ici, je vous montre un exemple bah, qui n'est pas spécialement adapté au jardin, mais pour vous montrer que c'est une thématique qui est récurrente dans l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'en zone urbaine, maintenant, on se rend compte que ce soit les toitures ou, ou les façades, mais il est important d'investir ces lieux pour renforcer cette fraîcheur et ces bénéfices des végétaux. Alors, pourquoi on utilise plus ça, je vais dire en ville, parce que ce genre de mur végétal
demande une structure et une maîtrise technique très importante. Et du coup, le coût qui va avec n'est pas moindre. Donc, on est pour ce genre de mur, ça varie entre 300 et 1500 euros du mètre carré. Au niveau de l'arrosage et de l'entretien, ça reste très complexe. Donc, c'est vraiment réservé à des endroits où on n'a aucune autre possibilité euh, que de planter, enfin, que de végétaliser comme ça. Parce que si vous avez la possibilité de planter en pleine terre, faut vraiment plutôt se tourner vers ça. Moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est des solutions qui sont plutôt adaptées aux jardins privés ou à des façades, mais qui sont des solutions plus faciles à mettre en œuvre, à entretenir et qui seront moins coûteuses que ce genre de murs avec structure. Maintenant, si jamais vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous donnera plus de détails à ce niveau-là. Mais donc concrètement, dans nos jardins privés, il y a moyen de jouer avec des végétaux qui vont s'adapter à cette verticalité et qui vont nous offrir des services bien plus intéressants. Ici, je pense notamment à toutes les plantes qui sont adaptées, plantes de rocaille et plantes que vous allez pouvoir insérer dans vos murets, dans vos pierres sèches, euh, ou même des murs de clôture, mais un peu qui permettent, qui permettent qui ont certaines interstices où on peut venir ajouter des plantes. Et donc, je vous cite ici en dessous quelques plantes qui s'adaptent très bien à cette situation et qui du coup, peuvent donner un aspect esthétique assez sympa. Et ensuite, on a tout ce qui est plantes grimpantes. Alors, plantes grimpantes, comme vous le voyez ici, ça peut vraiment investir tout, tout ce qui est vertical, mais on peut vraiment se faire plaisir, aussi bien les façades comme le font les murs végétaux qu'on a vus avant, que venir ombrager vos pergolas ou vos abris, que venir créer une haie. Si on n'a pas la possibilité de planter une haie libre, on peut pourquoi pas imaginer de venir avec des plantes grimpantes d'essences différentes ou en lierre tout simplement, mais où on peut vraiment travailler avec des plantes grimpantes qui vont avoir évidemment un autre attrait que des cloisons ou des clôtures qui ne sont pas naturelles. Au niveau des plantes grimpantes, justement, il faut savoir que les plantes grimpantes ont différents types d'accroches. Euh, Comme c'est le cas par exemple pour le lierre ou d'autres plantes comme l'hortensia ou certains fusains qui, eux, vont plutôt avoir des crampons ou un système de ventouse. Mais à côté de ça, il y a aussi des plantes grimpantes qui ont plutôt des tiges volubiles ou des petites vrilles comme ça, qui vont leur permettre de grimper aussi. Mais pour celles-là, on va devoir euh, les aider à grimper. Et là, il va falloir penser à leur installer un support. En fait, il en existe maintenant de nombreux, notamment des câbles en acier qui sont très faciles à installer peu importe sur quelle surface, et qui va pouvoir les guider là où vous souhaitez végétaliser. Et les grands avantages, justement, d'utiliser ce genre de plantation, c'est que ça demande que très peu d'espace au niveau du sol, hein. Donc, même pour vos plantations de façade à l'avant, c'est tout à fait envisageable. Ça permet, comme je le disais, de végétaliser des endroits qui sont souvent difficiles si on ne fait pas recours à ça. Elles sont très, très variées. Il en existe de toutes sortes, des persistantes, non persistantes, fleuries, enfin, bref, pour toutes les situations et les conditions. Et donc, il y a vraiment moyen de trouver les plantes grimpantes qui vont s'adapter à ce que vous voulez faire.
Et un autre avantage, c'est que dans certains cas, on peut clairement les RCP. RCP, ça veut dire couper à la base. Et je pense notamment aux clématites. Et donc, vous allez pouvoir redessiner les chemins que vous voulez leur donner. Elles sont très modulables, en fait. Donc voilà, tout l'intérêt de profiter de ces plantations. Je vous ai encore remis deux petites fiches. Ouais, du coup, je vais pas vous les parcourir ici, mais je vous invite à le faire par la suite. Ici, c'est une fiche qui a été éditée par Végétage, qui est une ASBL qui travaille sur Bruxelles, où il donne quelques idées de plantes, justement, de plantes grimpantes pour façade, en fonction de la situation. Et ici, Strasbourg, ça pousse, c'est aussi un petit carnet qui là, parle aussi bien des plantes grimpantes qui peuvent être installées que des plantations comme ça de murets, enfin de pieds de mur qui peuvent être intéressants. Alors, donc voilà, on a bien expliqué pourquoi la diversité est importante, mais voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je pense que c'est important quand même de le signaler, c'est que au niveau diversité, il y a toute la diversité que je viens de vous expliquer, mais il faut savoir que les plantes, tout comme nous, voilà, ont des, ont des diversités génétiques. Et donc, il est important dans cette adaptation de prendre en compte cette diversité génétique. Ça veut dire que quand on va utiliser des plantes clonales, donc des plantes d'un même pied mère, donc je prends l'exemple du bouturage par exemple, les réponses qu'elles vont donner vont être les mêmes. Alors que si on utilise des plantes qui ont connu une fécondation sexuée, donc c'est-à-dire par pollinisation, mais la plante fille qui va naître de ça va donner des réponses différentes que les pieds d'origine. Et donc, c'est ça qui est intéressant quand même d'avoir à l'esprit, c'est que plus on va diversifier les plantes en termes de génétique, et plus on aura de chances qu'elles répondent différemment aux agressions subies et aux changements. On va passer maintenant à la troisième partie où je vais vous expliquer, voilà, on a toute cette diversité de végétaux à utiliser dans le jardin. Mais maintenant, c'est quoi faire avec ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux planter? Qu'est-ce qui sera le mieux adapté à mon jardin et qui fera en sorte bah, que les plantes souffriront le moins et me rendront le plus de services. La première chose à dire, c'est que ça se perd, mais il y a quelques décennies, on prenait un peu le végétal pour plus comme un accessoire, entre guillemets, un accessoire de mode. Enfin, je vais peut-être choquer certains en disant ça, mais en fait, on prenait le végétal et on adaptait son environnement dans le jardin en achetant des substrats qui allaient lui convenir, en lui donnant des engrais qui étaient spécifiques à ce dont il avait besoin, mais parfois pas très bons pour nos sols. Enfin voilà, on essayait de modifier les conditions dans lesquelles il allait se retrouver pour correspondre au végétal. Alors qu'en fait, si on veut être plus résilient et si on veut se tourner vers quelque chose de plus adapté, on doit faire l'inverse et on doit prendre en considération les conditions dans lesquelles on va planter nos végétaux. C'est vraiment important et on peut se dire aussi qu'avec le réchauffement climatique, on pourrait simplifier en se disant la chaleur augmente, enfin les températures augmentent, les sécheresses sont de plus en plus fortes, on va se tourner vers des plantations exotiques. Mais c'est pas vraiment, en tout cas pas actuellement. Nos jardins belges ne sont pas prêts à avoir ces allures exotiques pour l'instant, euh, parce que nos hivers sont assez rigoureux malgré tout. Enfin, en tout cas, plus rigoureux que dans les régions d'origine de ces plantes.
et le taux d'humidité, la composition du sol n'est pas du tout la même. Et donc, l'idée, c'est de trouver des plantes, soit nos plantes indigènes qui sont, elles, adaptées, et je vais expliquer pourquoi, soit des plantes qui correspondent vraiment aux situations dans lesquelles elles vont se retrouver. Donc d'abord, pourquoi on pense que les végétaux indigènes sont mieux adaptés avec... Enfin, c'est pas pourquoi on pense, c'est prouvé scientifiquement pourquoi les végétaux indigènes sont mieux adaptés à nos jardins. Bah, tout simplement, enfin, je voudrais d'abord rappeler que les plantes indigènes, au cas où certains ne savent pas ce que c'est que ce sont des plantes qui sont originaires d'une région géographique spécifique et qui s'est donc adaptée à son environnement au fil du temps. Et donc, la flore et la faune de cette région ont évolué en parallèle, ce qui veut dire que les plantes et les animaux sont parfaitement adaptés les uns aux autres et dépendants, ce qui est le cas du sol également. Donc, tout ça fait que forcément, ils ont les clés pour évoluer sainement dans ces milieux. Les végétaux forment la base des chaînes alimentaires et donc les indigènes sont garantes d'un jardin qui va grouiller de vie. C'est ce que je viens de vous expliquer, étant donné qu'elle correspond à la faune locale. Pour toutes les raisons expliquées entre guillemets contre, en tout cas qui expliquent pourquoi c'est plus difficile d'implanter des essences exotiques, ben, les avantages des indigènes sont faciles à comprendre. C'est que comme ils sont mieux adaptés, ils vont demander moins d'arrosage, ils vont demander moins de soins, moins d'engrais et par essence vont être plus résistants. Et ils vont aussi permettre du coup de préserver notre biodiversité locale et renforcer notre réseau écologique, encore une fois. Alors, comment déterminer la nature de votre sol? Parce que voilà, c'est pas toujours évident de se dire, OK, moi je veux bien mettre des plantes indigènes, mais je ne sais pas forcément, ou des plantes adaptées à mon jardin, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas que les plantes indigènes qui sont intéressantes, mais comment déterminer la nature de notre sol? Il y a quelques outils que je vais vous donner ici qui vont vous permettre de le faire facilement. Après, on peut aller toujours plus loin dans l'analyse, mais ici, moi, c'est quelques outils qui vont vous aider en tout cas à déterminer le type de sol qui est dans votre aménagement. Et donc, il y a tout d'abord les plantes bio-indicatrices. Donc, c'est les plantes qui poussent spontanément sur les lieux de la plantation. Donc, pour vous donner un exemple, les boutons d'or qu'on retrouve ici, on va les retrouver dans des terres qui ont un pH acide, qui sont plutôt humides, où la terre est plutôt humide, lourde et argileuse. D'autres exemples, comme le mouron blanc ici, vous donne des signes d'un sol équilibré et bien minéralisé. Bon, le coquelicot, là, on va être sur des sols beaucoup plus secs et pauvres. Enfin, voilà, il y a il y a moyen de trouver ces infos-là facilement sur Internet. Mais je vous invite à le faire. Si vous avez des plantes dans votre jardin, de les photographier et de vous dire, tiens, cette plante est venue là spontanément, qu'est-ce qu'elle m'indique sur mon sol? Il y a le test du boudin de terre, qui est un test assez facile à réaliser aussi, qui ne demande pas une connaissance et une pratique compliquée. On a une petite capsule vidéo sur nos réseaux là-dessus, je pense. Mais voilà, en deux mots, donc c'est de prendre un échantillon de la terre où vous comptez aménager un espace et d'essayer de former un boudin avec cette terre. Et en fonction du résultat que vous allez obtenir, ça va vous indiquer si vous êtes plutôt sur une terre, ici on le voit, argileuse, lourde, ou au contraire, ici on est plutôt sur une terre sablonneuse et légère, et évidemment l'intermédiaire qui est l'idéal, on va dire, en termes de richesse et d'échange. Et en général, c'est la situation idéale, c'est la terre limoneuse, donc ce qu'on appelle une bonne terre de jardin, j'ai envie de dire. Et donc voilà, et évidemment, il y a tous les intermédiaires, mais en tout cas, ça vous donne quand même une indication quand vous faites des recherches de plantes.
Mais souvent, on vous parle de sol sablonneux ou sol léger, sol drainé, etc. Sol argileux, sol lourd. Ben voilà, ça vous donne déjà une idée de comment est votre sol et ce que vous pouvez en faire. À côté de ça, il y a maintenant des petits tests qui sont vendus en jardinerie, qui coûtent pas très cher, qui coûtent une dizaine d'euros. Vous allez fonctionner aussi par prélèvement d'échantillons. Et puis avec une tigette, vous allez pouvoir déterminer le pH et la richesse du sol. Donc ça, c'est aussi un petit test si vous voulez aller un peu plus loin dans l'analyse. Et enfin, il y a les essais de sol. Mais là, bon, voilà, à l'image d'un jardin privé, il faut vraiment qu'il y ait des raisons particulières comme des peurs par rapport à une contamination de pollution ou vraiment un problème spécifique que vous n'arrivez pas à déterminer pour aller jusqu'à l'essai de sol. Mais il faut savoir que c'est quand même plus coûteux et que du coup, voilà, il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est utile ou pas. Enfin, voilà. Donc, comme je vous le disais, forcément, les plantes indigènes, voilà, les plantes indigènes, on se pose pas trop la question. Après, est-ce qu'il y a des plantes aussi qui peuvent correspondre à nos jardins? Bah oui, je pense que on peut aussi se faire plaisir avec d'autres plantes qui vont avoir des intérêts, qui vont correspondre au sol de nos jardins, qui vont être mellifères et qui vont correspondre aussi à quand même à notre faune, enfin, ou qui vont être en tout cas acceptés euh, et, euh, et qui vont avoir vraiment des intérêts. Mais il faut quand même être prudent. C'est pour ça que j'ai fait, je me suis permis de rappeler ces quelques points. C'est qu'il faut être prudent avec les plantes horticoles parce qu'on se dit parfois, ah voilà, c'est des vivaces, on est content, enfin voilà, c'est joli, on fait du bien à notre jardin et c'est pas toujours le cas. Donc, il faut quand même être prudent dans la sélection des plantes horticoles. Et donc voilà, je voulais juste vous rappeler ces quelques règles. Donc, privilégier, si vous avez la possibilité, les plantes vivaces qui vont être moins gourmandes en eau et plus pérennes que des plantes annuelles. Ça, c'est aussi pour le côté durable, hein. Euh, et, euh, et après, il y a des plantes annuelles qui ont des intérêts. Donc, dans les plantes indigènes, comme je vous le disais, il y a des plantes annuelles qui ont des intérêts aussi. Je ne diabolise pas les plantes annuelles, mais il y a quand même des plantes annuelles qui ont voilà, beaucoup moins d'intérêt, en tout cas au niveau écologique. Donc, vérifiez ça et on va dire qu'en règle générale, les plantes vivaces vont être moins gourmandes puisqu'elles s'enracinent plus profondément et vont durer dans le temps. Donc voilà. Donc, quand vous sélectionnez les plantes, étant donné que vous allez vous intéresser aux caractéristiques de votre sol, vous allez être capable aussi de déterminer vers quelle plante vous tournez. Mais en plus de cette dimension, moi, je vous conseille aussi de regarder ses qualités, c'est-à-dire si elles sont mellifères adaptées à chez nous, quelle sorte de résistance elles peuvent avoir, si elles sont adaptées, comme je vous le disais, au lieu d'implantation, leur présence en hiver, donc si le feuillage est persistant, si la floraison est intéressante en hiver, etc. Dans cette recherche, il y a aussi un point qui est en termes d'adaptation surtout, auquel il faut prêter attention, c'est de vérifier si les plantes que vous avez sélectionnées ne font pas partie des plantes considérées comme invasives. Alors, dans les plantes considérées comme invasives, on entend beaucoup parler de la renouée du Japon qui sévit dans nos villes et nos campagnes, mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que celle-là. Il y a des plantes qu'on utilise encore beaucoup dans nos jardins privés et qui sont malheureusement considérées comme invasives et donc qu'il est déconseillé de planter même au sein d'un jardin privé parce que voilà, elle va faire du tort parfois à la faune, mais aussi elle va aller se ressemer si ce n'est pas même si vous la maîtrisez au niveau de votre jardin, elle risque de se ressemer ou de se propager ailleurs. Je prends l'exemple du Buddleia davidi, donc qui est plus connu sous l'arbre à papillons et qui n'est pas si bon non plus pour les papillons. Mais là, c'est pas le sujet, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a certaines formes d'astères. Donc, je vous invite, si vous sélectionnez des astères, à aller vérifier qu'elles ne sont pas dans la liste. Et il y a des plantes qu'on utilise encore très couramment, comme les haies de, je vais y arriver. Je ne reviens plus sur le nom commun. Euh, de Laurier cerise. laurier cerise, merci.
oui, qui sont repris aussi sur cette liste. Ça va probablement enfin, en étonner plus d'un, mais c'est le cas. Donc vraiment, quand vous avez fait votre sélection, vérifiez qu'elles ne sont pas reprises sur cette liste, euh, s'il vous plaît. Une autre chose c'est intéressant, enfin, auquel c'est important de s'intéresser, c'est de se dire que voilà, une fois que vous avez fait votre sélection, bah, ou en tout cas, ou pour faire votre sélection, parce qu'ils sont généralement de bons conseils, c'est de privilégier de travailler avec des pépiniéristes locaux, parce que ils sont implantés dans votre région, donc ils connaissent les sols des environs, enfin, ils connaissent le territoire, ils connaissent la région géographique, ils connaissent le climat, et donc ils vont être plus à même de vous donner des bons conseils et de vous fournir des végétaux bah, qui ont été produits localement et qui donc sont déjà adaptés aux conditions qu'ils vont rencontrer dans vos jardins. Voilà de nouveau quelques liens utiles pour aller plus loin. Donc ici, je vous ai repris, vous allez retrouver sur ce site des plantes indigènes qui sont facilement utilisables bah, au niveau des jardins, parce que parfois on a du mal, on dit oui, indigène, mais bon, voilà, c'est peut-être pas pour moi. Mais là, vous allez retrouver déjà une quantité de plantes indigènes ben voilà, qui ont des chouettes caractéristiques et qui vont s'intégrer dans vos parterres plus facilement. Ici, c'est un outil de recherche aussi. Alors, j'hésite à aller dessus, mais oui, allez, tant pis, je me lance, je reviendrai à la présentation. Mais où là, donc, je vous ai expliqué la recherche multicritère. Et ça c'est un outil qui a été développé en France, mais qui, euh, qui est totalement utilisable chez nous. Où là aussi, vous allez retrouver plein de critères intéressants. Et là, je vous invite plus pour la strate, surtout, ben, on va dire, arbustive et vivace, enfin, et herbacée, à travailler avec celui-ci qui vous donne vraiment de chouettes indications également. Vous allez pouvoir travailler non seulement sous forme de critères, donc recherche une plante, mais aussi sous forme de listes. Donc, ils ont des listes ils ont différentes listes. C'est un site qui fonctionne en partage et donc ben, des gens peuvent venir donner des listes d'inspiration. Donc, je ne sais pas moi, des listes de plantes résistantes à la sécheresse. Vous allez pouvoir retrouver ce genre de choses ici, ici dessus. Alors, désolée pour les aléas du direct. Au niveau des autres liens, je vous ai remis le lien des artisans du végétal. Donc ça, c'est un groupement de pépinières et d'horticoles wallons, donc de producteurs. Euh, et donc, bah, je vous invite à aller voir dans votre région si vous connaissez cette pépinière et qui sera du coup, bah, qui pourra vous promulguer des conseils intéressants. Après, voilà, hein, vos autres pépinières locales sont probablement très bien. Mais si jamais vous êtes à la recherche d'une pépinière locale, n'hésitez pas à aller voir sur ce lien. Et je vous ai remis aussi un lien vers dans le cadre du concours Wallonie en fleurs, on met à disposition bah, du contenu, dont des articles des focus sur des plantes. Et ici, on a quelques articles sur des plantes bah, adaptées justement à la sécheresse. Et donc voilà, je vous invite à aller, si vous êtes curieux, à aller découvrir le petit focus qui est mis sur ces plantes. Un dernier lien qui me paraissait intéressant de vous, dont- qui me paraissait intéressant de vous présenter, c'est un nouveau label, en tout cas une nouvelle charte qui a été instaurée en Wallonie, qui s'appelle Végétal d'ici. Euh, et qui se veut justement dans cette recherche de plantes toujours plus adaptées et, d'une manière, enfin, et plus durable, qui travaille justement sur la production de plantes locales et qui met en avant bah, des producteurs qui travaillent non seulement aussi sur la diversité génétique, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi vraiment sur le respect
mais justement le respect des végétaux et comment revenir à quelque chose de plus, le plus sain possible. Il n'y a pas encore beaucoup de producteurs qui ont adhéré à cette charte, mais l'idée, c'est que de plus en plus de producteurs puissent y adhérer et qu'on ait vraiment un réseau fourni et riche. Et donc voilà, maintenant on va passer à la quatrième partie de ce webinaire. Donc moi je vais vous présenter tout l'intérêt de tout ce qu'on met en place au niveau écologique, de tout l'intérêt que ça a en termes d'adaptation au changement climatique. Parce que tous ces termes sont liés. Il faut savoir que la sauvegarde de la biodiversité ou le fait de gérer écologiquement son jardin, comme je vous ai déjà décrit pas mal de raisons, effectivement, ça a un impact aussi sur l'adaptation, puisque ça va renforcer l'écosystème de votre jardin. Et donc, votre jardin va être beaucoup plus résilient. Euh, voilà, entre ces deux images, forcément, il n'y a pas photo. Alors, il est certain qu'on n'est pas tous là et que on demande, enfin, que c'est pas non plus une obligation de tous se retrouver ici, mais on voit quand même qu'il y a un changement de mentalité entre le jardin, comme on le voit ici, et celui-ci qui est luxuriant et qui est vivant. Entre ces deux-là, il y a toute une série d'étapes et où vous pouvez vous situer en fonction de vos contraintes, en fonction de vos envies. Et il faut savoir que voilà, tous les gestes que vous pourrez faire du plus petit au plus grand est le bienvenu pour renforcer vos jardins. Et donc voilà, on va passer en revue quelques principes. Euh, Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de gestion différenciée, mais en gros, c'est adapter l'entretien et la gestion de son jardin à l'utilisation qu'on en a. Ça veut dire qu'on peut garder des zones où l'entretien va être vraiment va être plus intensif aux zones, on va dire, de récréation, aux zones où on se pose, enfin, aux zones de mouvance où on a besoin de cet entretien à des zones où on va laisser vraiment la nature s'exprimer. Évidemment, ça dépend toujours de la taille de votre jardin, hein. Mais c'est intéressant quand même d'avoir cette réflexion et de se dire, tiens, voilà, finalement, je tombe l'intégralité de ma pelouse, mais est-ce que à cet endroit-là, je, je vais me poser ou je vais profiter de cette pelouse qui est tondue à ras. Euh, et donc, entre les tons différenciés, donc là, on va parler de tonte stricte, c'est-à-dire où on intervient régulièrement, à une fauche une à deux fois par an, et tous les intermédiaires, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être sur une tonte stricte et puis dans des zones être intervenir enfin, toutes les trois fois ou toutes les X fois jusqu'à une à deux fauches par an. Pratiquer la taille douce et raisonnée tant que possible. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. La taille stricte pour les arbres les prive souvent, s'ils ont une floraison, deux floraisons, les fragilise. Et donc voilà, éviter la taille stricte au maximum. Et c'est pour ça qu'il faut choisir les végétaux adaptés en taille. Pour les vivaces, il faut savoir que la plupart du temps, un entretien par an en février-mars est suffisant. C'est-à-dire qu'on peut laisser clairement les inflorescences sécher, on peut laisser, enfin voilà, l'entretien vraiment qui va leur redonner, qui est important pour eux, c'est l'entretien qui va être fait au niveau de juste avant le, le printemps, donc février-mars, pour leur donner un coup de boost. Mais sinon, c'est pas, dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire d'intervenir avant. Accepter la végétation spontanée dans les zones plus nature, c'est ce que je vous disais avant. Pratiquer la lutte intégrée et réduire l'utilisation des produits phytosanitaires au maximum, c'est-à-dire que oui, euh, la lutte intégrée et l'utilisation des produits phytosanitaires, par essence, va faire en sorte que votre jardin soit plus résilient.
pour tout ça, on a déjà pas mal de webinaires qui sont développés. Donc, je vous invite vraiment à aller les consulter, à aller les voir. Et, euh, et si vous avez par contre un problème ciblé, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers notre réseau de jardinerie, jardiner sans pesticides qui pourra répondre à des problèmes plus ciblés. Maintenant, comme si la taille de votre jardin le permet, ben là, on peut aller encore plus loin et donc on peut vraiment instaurer des zones refuge où on n'intervient quasiment pas. On peut laisser des tas de bois morts, des chandelles. Donc des chandelles, c'est des arbres morts qui ont été étêtés et on laisse le bois, euh, on laisse le tronc ou en tout cas une partie du tronc, ce qui a un intérêt enfin, qui a un intérêt énorme pour la biodiversité de votre jardin. Il y a plein d'insectes il y a des chauves-souris parfois qui vont s'y loger. Enfin, il y a vraiment plein d'intérêts pour la faune utile. Au niveau des matériaux que vous utilisez, bah forcément, on faut partir sur des matériaux les plus naturels possibles. Je pense notamment aux murs de pierre sèche. D'installer une mare ou un bassin si vous en avez l'opportunité. Après, voilà, comme j'ai repris ici, la mare, c'est pas forcément toujours énorme, hein. Ça peut être quelque chose de très peu conséquent, mais qui va du coup instaurer un nouveau milieu dans votre jardin qui va être favorable à d'autres animaux, par exemple, et qui va aussi, un point d'eau renvoie de l'eau aussi. Enfin, en tout cas, rafraîchir les alentours. Je vous parlais dans le premier webinaire des jardins de pluie. Tout ça, enfin, tout ce dont on a parlé au premier webinaire est à mixer avec celui-ci, bien sûr. Mais bon, voilà, j'essaie de vous apporter d'autres solutions. Donc voilà, c'est le global des deux webinaires qui fera la meilleure adaptation. Voilà, ici, je trouvais cette photo intéressante pour vous montrer une, un exemple de répartition de zones dans un jardin. Donc, où on voit clairement ici que voilà, on est plus sur, voilà, sur quelque chose de très entretenu et voilà, très simple au niveau des abords de la maison. Ben, on a déjà pensé à la toiture végétalisée, qui n'empêche qu'on a des plantes grimpantes ici, des nichoirs sur la façade. Et au niveau de la zone du jardin, ben, on voit qu'on ne vient pas avec des cheminements très minéraux, mais plutôt avec des pas, par exemple. Qu'ici, on retrouve des murets en pierre sèche, comme je vous le disais. Voilà. Voilà un exemple voilà, de plan qui explique un peu tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que dans les zones plus reculées de votre jardin, on peut faire des prés de fauche, installer des fruitiers. Ici, on trouve une prairie fleurie, une mare à côté du potager, un banc pour admirer toute cette nature vivante et des tas de bois qui là aussi vont permettre le refuge pour des enfin, pour des animaux et des insectes. Au niveau des tontes, je voulais revenir quand même là-dessus un peu plus précisément. Parce que voilà, c'est quand même un sujet d'actualité et voilà, je vous ai vous expliqué que ça n'a pas qu'un intérêt juste, juste pour la biodiversité, ça a un intérêt aussi pour votre jardin, mais bref, ça a plein de vertus. Mais je trouve en vous montrant ces photos, il y a vraiment moyen de s'amuser au niveau paysager et de recréer, ça c'est les paysages de demain, j'ai envie de dire, de repenser le jardin en se disant, bah oui, cette zone n'a pas besoin d'être tondue, donc pourquoi pas la laisser comme ça. Ici, on voit clairement qu'on a protégé les pieds d'arbres. Ici, on a créé des cheminements. euh, et donc, retarder la première tonte aussi, ça a un intérêt, c'est que ça permet aux plantes sauvages de réaliser leur premier cycle et d'augmenter la diversité végétale et de renforcer du coup la résilience de vos pelouses. L'herbe plus haute préserve l'humidité en été et protège du gel en hiver, donc ça améliore aussi les qualités de votre sol. Et comme déjà expliqué, c'est un refuge pour de nombreux insectes, de la nourriture, des lieux de reproduction et de déplacement. On voit ici donc quand on pense aux zones différenciées, où est-ce qu'on peut les placer? Clairement,
on peut faire donc créer des parcours et des cheminements. Ça permet aussi une découverte de votre jardin plus intéressante. Ça protège les pieds d'arbres et généralement, on les réserve quand même à des zones plus nature aussi. Et donc voilà, on va passer maintenant à quelques exemples, à la dernière partie, à quelques exemples concrets de plantation. Je vais d'abord passer en revue quelques arbres et arbustes qui me semblaient intéressants. Euh, un exemple de vivace plus pour un massif ensoleillé et assez drainé et pauvre au niveau du sol. Un massif d'ombre où là, voilà, parce que malgré l'ombre, certaines plantes souffrent. Donc, on va ici vous donner des plantes qui ont montré des beaux signes à l'ombre et quelques substituts au gazon. Bien sûr, ça reste vraiment quelques exemples, donc il ne faut pas prendre ces listes pour des listes exhaustives, loin de là. Moi, j'ai essayé de vous donner quelques outils ou une idée, une inspiration pour un aménagement, mais tous les outils que je vous ai donnés ou les conseils que vous allez pouvoir recevoir dans les pépinières ou auprès de professionnels vont vraiment vous aider à déterminer ce qui convient le mieux à votre jardin. Donc d'abord, je vais vous présenter quelques arbres et arbustes que vous connaissez peut-être parce que voilà, j'ai repris des arbres et arbustes souvent indigènes et rarement utilisés ou en tout cas où on ne connaît pas les bienfaits. Et j'ai repris du coup les fiches de l'outil Sésame dont je vous parlais tantôt. Donc, pour vous expliquer et pour vous montrer à quel point ces arbres sont non seulement montrent une belle résistance à la sécheresse, mais en plus ont un intérêt au niveau de la biodiversité. Donc, j'ai vraiment essayé de sélectionner les arbres qui correspondaient le plus à ça. Et donc, au niveau des arbres et arbustes, on retrouve l'érable champêtre. Il faut savoir que j'en profite pour dire qu'en général, les érables nous ont montré ces derniers temps une belle résistance. Donc voilà, d'autres érables fonctionneraient très bien aussi. Mais voilà, moi, j'ai voulu mettre le focus sur des plantes de nos jardins. Euh, Ici, elle n'est pas indigène, mais elle est assez intéressante au niveau de ses floraisons et, euh, et au niveau esthétique. Et donc, voilà, je me suis permis de la mettre dans la liste. C'est la mélanchier qui est vraiment intéressante pour les pollinisateurs et qui est raisonnable en taille. Donc, c'est une bonne piste de solution aussi, qui montre une tolérance à la sécheresse temporaire. Ça veut dire que, bon, voilà, il faut quand même être prudent quand on parle de résistance et de tolérance. Tolérance, ça veut dire elle va pouvoir tolérer des sécheresses. Résistante, voilà, on est sur quelque chose de plus lourd, quoi. Le charme, qui lui est souvent maintenant utilisé en substitut des hêtres dans les haies parce il montre une beaucoup plus belle résistance à la sécheresse, en tout cas que ce que peut subir le hêtre. C'est un arbre indigène, donc il peut atteindre 15-20 mètres, mais comme vous le savez probablement, il supporte très bien la taille et donc peut être utilisé en haie. Et il a vraiment de très bons indices, comme je le disais, au niveau résilience. Au niveau des arbres indigènes, toujours, on a le Cornus mas qui est assez rarement utilisé et qui pourtant a beaucoup d'intérêt aussi. Il a une floraison jaune pour vous montrer un exemple de fiche. Bon, ici, les photos, je vous le disais, donc c'est pour des arbres urbains et donc les photos ne sont pas vendeuses, mais je vous invite à aller voir les arbres après si vous ne les connaissez pas sur d'autres photos. C'est un arbre qui a une floraison très chouette et qui, comme vous le voyez, au niveau adaptation climatique, est à 9 sur l'échelle et on va le retrouver avec un indice support biodiversité de 8. Donc, voilà pourquoi je me permets d'en parler, c'est que c'est un arbre de taille moyenne qui va s'adapter, qui a une belle résilience aussi bien au niveau sécheresse qu'au niveau, au niveau biodiversité.
Donc on va ressortir. Je vais pas vous montrer les autres fiches, mais pour vous donner l'idée que ça fonctionne de la même façon pour les autres fiches. Donc on a vraiment tous ces indices qui peuvent être intéressants quand on fait de l'adaptation au changement climatique. Voilà. Dans les cornouillers, on a aussi le cornouiller sanguin qui, lui, en plus, en plus de ces indices climat et biodiversité intéressants, lui, il a aussi un côté intéressant, c'est que ses bois sont rouges. Et donc, il a un côté esthétique qui peut apporter un chouette peps à vos jardins. Il peut être recépé. Donc, ça aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut le retailler, comme je l'ai expliqué tantôt. Le fusain d'Europe, toujours un arbre, enfin c'est un arbre, mais de petite taille, qui est bien de chez nous et qui a un intérêt vraiment à toutes les saisons. Je vous invite à aller découvrir cet arbre si vous ne le connaissez pas. Il a des couleurs en hiver magnifiques, il a des baies qui peuvent nourrir les oiseaux, il a une floraison spectaculaire et une fois bien enraciné, donc ça veut dire que les premières années, il va quand même bien falloir le suivre, mais qu'il montre une belle tolérance aux sécheresses temporaires aussi. Il y a le lierre grimpant qui est un peu une plante à tout faire et qui est vraiment à ne pas écarter de nos jardins à tous les points de vue. Donc ça, je l'ai reprise aussi. Il y a une plante qui est un peu mal aimée et qui, pourtant, quand on la laisse fleurir, est assez sympa. C'est le Ligustrum vulgaire. Donc, on a tendance à l'utiliser en haie stricte et donc à le tailler. Mais si vous en profitez vraiment et que vous le laissez fleurir, ça sent très bon et c'est très mellifère. Et du coup, ces indices sont toujours les indices de biodiversité et tolérance, et adaptation à la sécheresse sont très bons aussi. Donc, c'est pour ça. Tous ceux qui sont repris ici ont ces caractéristiques. Oups, spoiler alerte. On retrouve le sureau noir dans cette liste aussi, qui est un arbre quand même bien connu de chez nous. Je ne vais pas m'attarder sur ses qualités, mais c'est un arbre qui est intéressant d'avoir au jardin. Là aussi, il va être bien résistant une fois bien installé, et le super héros, j'ai envie de dire, au niveau des indices, ben, c'est le tilleul à petite feuille. Bien sûr, là, on va dire l'inconvénient, ou en tout cas la condition, c'est d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir l'implanter dans vos jardins. Au niveau des fruitiers, là, je j'ai pas, voilà, j'ai pas développé de support parce que on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire et donc il fallait choisir aussi de quoi on allait parler aujourd'hui. Mais là, je vous invite aussi à consulter le réseau de revendeurs Certifruits qui va vraiment pouvoir vous donner des infos utiles concernant les variétés les plus résistantes et aux maladies et à la sécheresse. On va maintenant passer à un assortiment de vivaces qui pourrait composer un parterre chez vous si vous le souhaitez. Je me suis arrangée pour faire un mélange qui va du coup apporter des intérêts aux 4 saisons et qui joue sur les différentes hauteurs de massifs. Et c'est comme ça que je les ai classées. Elles sont pas toutes indigènes, hein, on est d'accord, mais justement, je voulais vous montrer qu'il y a moyen de jouer avec et les indigènes et les plantes et des plantes horticoles, mais à intérêt pour nos jardins. Et donc voilà, ici on a repris une sélection d'arrières de massifs, donc qui vont être assez hautes. On retrouve ici dedans donc la sauge d'Afghanistan, le romarin officinal pour son côté persistant et, et en plus on peut le cuisiner, donc c'est vraiment top si vous n'en avez pas. Une graminée qui a une chouette graminée d'une taille intéressante et qui s'adapte bien aux périodes de sécheresse.
Et alors ici, elle peut être mise en deuxième ligne parce ce sont deux plantes qui vont être très verticales mais très légères. Et donc, elles vont amener cette hauteur mais en légèreté. C'est-à-dire que voilà, elles vont pas camoufler votre massif du fond si vous les installez devant, mais elles vont quand même amener cette hauteur. Et donc, on a le chardon-boule, Echinops retro, qui est indigène et qui est très, très mellifère. Et la verveine de Buenos Aires qui supporte vraiment superbement la sécheresse et qui est mellifère également. Ensuite, dans milieu de massif, on va retrouver ce type de plantation, donc les sauges des bois, Salvia nemerosa, mais il y a d'autres types de salvia qui conviendraient, hein. Je pense notamment aux arbustives ou qui existent dans plein de coloris. On a la Nepeta cataria qui est très très résistante à la sécheresse et qui peut, enfin, qui peut être dans des tons beaucoup plus bleus. Et toute la gamme de Nepeta fonctionne très bien aussi en milieu sec comme ça. Les orpins, dont certains sont indigènes et qui sont des plantes qui sont intéressantes parce qu'elles fleurissent aussi en fin de saison. Les achillées millefeuilles, qui ont une floraison assez longue. Les cnotis des champs, qui en plus répondent à des besoins spécifiques de pollinisateurs. La stipère capillaire, qui n'est pas la stipa qu'on utilise souvent, donc tuenifolia. Ici, elle est un peu plus haute, donc elle peut se mettre en milieu de massif. Mais c'est le même genre. Donc les stipas, les stipas dont vous avez probablement l'habitude de voir fonctionnent aussi, hein. Toujours en milieu de massif, bah forcément, on retrouve les lavandes pour toutes leurs bienfaits. Et pour le côté aussi, ben, différentes strates, n'oubliez pas de jouer avec les bulbes. Donc ici, j'ai repris des alliums d'ornement. Ceux-ci sont la variété indigène, mais il en existe d'autres. Et au niveau des bulbes, on a aussi, mais ça pour la strate inférieure, les muscaries, qui eux vont venir vraiment tôt dans la saison et vont être intéressants pour les pollinisateurs. Et au niveau de l'avant du massif, donc là, on retrouvera l'origan, l'hélianthème jaune, où là, on est plus sur du couvre-sol. Et en graminées, on peut travailler avec des fétuques, Fetuca glauca ou celle-ci qui donne bien du peps. Maintenant, on va passer plus sur un mélange d'ombre, où là, donc, c'est des plantes d'ombre ou mi-ombre, hein, mais qui ont montré ces derniers temps, qui ont prouvé, malgré les étés un peu secs qu'on a eus, qui ont montré des belles résistances. Et donc, à l'arrière des massifs, je vous propose l'Hypericum idicote, qui est très, très facile. D'ailleurs, bon, il faut quand même le maintenir. Le chèvrefeuille pour son côté à petites feuilles de buis, pour son côté persistant. Et celui-ci, cette variété-ci, ses nouvelles inflorescences sont rouges et c'est vraiment intéressant au niveau esthétique. Au niveau du milieu de massif, bah là, on peut travailler avec les fougères. Donc, les fougères que j'ai repris ici sont indigènes, mais il y en a beaucoup d'autres. Les fougères ont cette capacité, voilà, elles aiment les milieux humides, mais ont quand même une belle résistance à la sécheresse. Les élébores qui malgré tout, tolèrent pas mal les sécheresses ici, pour peu qu'elles soient bien à l'ombre. La molinée bleue qui est une graminée indigène qu'on ne connaît pas assez. Et alors, à l'avant du massif, ben là, on va travailler plus avec des couvre-sols comme le géranium vivace, qui lui aussi est une plante très, très facile et qui va pas demander beaucoup, beaucoup d'entretien et qui va pas être compliqué. On retrouve les carex qui ont montré des belles résistances. Cette fleur épimédium qui a une floraison très légère comme ça et qui a un beau couvre-sol qui résiste pas mal au sol sec, enfin aux ombres sèches. Et enfin, la petite pervenche qui est aussi une indigène et qui elle, est un peu tout terrain. Voilà, maintenant qu'on a fait un peu le tour des vivaces, je voulais vous donner quelques pistes pour les substituts au gazon, parce que c'est un sujet dont on parle pas mal.
Maintenant, enfin, voilà, il faut savoir que remplacer un gazon complet par certains de ses substituts ne va pas vous donner les résultats escomptés. Donc, l'idée, c'est pas de remplacer l'intégralité de votre gazon, sauf peut-être, voilà. Ici, dans les deux premiers dont je parle, là, on va être plus sur vraiment quelque chose qui va pouvoir recouvrir l'intégralité. Par contre, sur les autres, ça va être des zones que vous voulez remplacer ou que vous voulez éviter de tondre ou voilà, qui vont être vraiment en plein soleil et qui du coup bah, sont moins esthétiques parce qu'on le rappelle, les gazons sont finalement assez résistants. Pas parce ils deviennent bruns qu'ils ne vont pas redevenir verts par la suite par manque d'eau. Donc voilà. Ici, cette première graminée, donc c'est la Festuca arundinacea. Celle-là, vous pouvez clairement l'utiliser en substitut. Elle va être tondue classiquement, mais elle a pour propriété de résister aussi bien au froid qu'aux fortes chaleurs. Je vous invite évidemment, si vous n'avez pas encore de trèfle dans, dans, dans votre, dans votre gazon à en implanter, tout simplement, ou à le mettre à d'autres endroits, ou l'utiliser carrément comme substitut, parce que voilà, il va pas former un tapis aussi dense d'office, mais en tout cas, il peut être un substitut parce qu'il peut être piétiné. Et, euh, et si vous voulez vraiment un tapis dense, bah, vous pouvez le mettre en complément sans problème de votre gazon parce qu'il va en plus être intéressant pour vos pollinisateurs et il supporte mieux la sécheresse. Hop. Et voici d'autres substituts. Maintenant, là, je vous dirais que donc là, avec ceux-là, il faut être prudent. Il faut bien vérifier où vous les installez parce qu'ils ne vont pas forcément supporter le même piétinement qu'un gazon. Et généralement, ben, on les utilise dans des zones plus restreintes qu'une grande pelouse. Il y a tout d'abord l'Achillée Critmifolia. Donc, elle est très rustique et elle tolère parfaitement la sécheresse estivale. Et elle, par contre, supporte un piétinement modéré. On a toute une série de thym qui se prêtent à ce genre d'exercice. Je vous ai remis les noms ici, mais c'est vrai qu'on les utilise généralement plus dans des zones, on va dire, bien délimitées, comme entre un chemin sec, par exemple, entre vos dalles, pour éviter de devoir intervenir avec la tondeuse ou voilà, à l'avant des massifs ou ce genre de choses. Mais là où vous voulez remplacer des petites zones de, de gazon, c'est vraiment intéressant. Alors, je parle de celle-ci aussi parce que, voilà, c'est une petite plante vivace qui est intéressante, mais là, il faudra plutôt la réserver pour les zones d'ombre et demi-ombre parce que vraiment, en plein été, en pleine sécheresse, elle risque de souffrir un peu. Mais, mais voilà, elle est quand même tolérante, hein. Mais je veux dire qu'il vaut mieux la réserver à des zones plus ombragées, là où, par exemple, votre pelouse a du mal à pousser. C'est très joli, ça forme comme une petite mousse comme ça. Et voilà, elle peut être piétinée, mais très légèrement. Et enfin, une qui est assez intéressante, mais il faut être prudent aussi de la manière, enfin, où on l'installe et tenir compte des conditions, c'est que elle va supporter la sécheresse sans problème. Maintenant, au niveau rusticité, on est entre -5, -10. Donc, voilà. Dans certaines de nos régions, elle va se plaire. Je l'ai déjà vue installée et bien installée. Maintenant, il faut rester prudent, encore une fois, de la rusticité de son jardin avant de l'instaurer. Mais elle va être beaucoup plus proche, on va dire. Elle va vraiment former ce genre de vagues. Elle va rester très courte. Et elle, par contre, elle supporte très, très bien le piétinement. Donc voilà, je trouvais intéressant d'en parler malgré tout.
Pour aller plus loin par rapport à ce webinaire, je vous propose 3 livres qui m'ont notamment aidé à construire le webinaire. Surtout le premier, si vous devez investir dans un des 3, je vous conseille le premier qui, lui, fait vraiment le tour d'un jardin et enfin d'un jardin résilient en tout cas et de tout ce qu'on peut mettre en place, un peu comme on l'a vu, mais en détail. Et il va même plus loin, il vous explique au niveau climat, au niveau pollution. Enfin voilà, il y a une vraie recherche, il y a des vraies explications scientifiques si vous êtes intéressé par le sujet. Et j'aime son approche parce qu'il parle de son jardin et de ses propres observations. Après, voilà, c'est pas en Belgique, mais ça reste des observations intéressantes pour nous. Donc, je vous invite vraiment à le consulter ou à le demander sous le sapin voilà, si vous êtes passionné par ce sujet. Les 2 autres, c'est plus spécifique. Voilà, ici, on fait le plan de vivace sans arrosage. Et donc là, on vous donne aussi voilà, des combinaisons qui peuvent être intéressantes. Et ici, là, c'est vraiment un focus sur les plantes grimpantes si vous comptez en utiliser. Pour aller plus loin également, comme je l'ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas à aller consulter notre site, enfin notre chaîne YouTube, sur laquelle vous allez retrouver des webinaires qui sont en lien puisque ces sujets d'actualité sont liés avec nos autres thématiques, en lien avec ce webinaire. Donc, comment accueillir les insectes pollinisateurs, la lutte intégrée, plein de petites capsules vidéo avec des astuces. Donc, franchement, si vous n'avez pas encore été faire un tour, je vous y invite. Et enfin, donc voilà, je vous informe que le dernier webinaire de 2023 aura lieu le 9 novembre, qu'il est aussi en lien finalement avec celui-ci, puisque c'est comment accueillir les animaux auxiliaires au jardin. Au sujet justement de nos formations et de nos webinaires, on est en train de retravailler et de travailler le prochain cycle et le prochain catalogue. Et du coup, on a besoin de vous pour répondre au mieux à vos attentes et on vous invite à répondre à ce petit questionnaire, hein, justement pour connaître vos besoins et les sujets que vous souhaitez voir développés. Ça peut être des sujets que j'ai abordés ici, mais en détail. Je pense notamment au jardin de pluie ou que sais-je, et ou tout autre sujet qui vous intéresse dans les thématiques qu'on peut vous proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis par le biais de ce petit questionnaire. Enfin, on termine par les actualités d'Adalia, même si voilà, le printemps n'est pas si proche, mais ayez à l'esprit qu'on organise chaque année une grande campagne pour ceux qui ne la connaissent pas, qui s'appelle Printemps naturel, du 20 mars au 20 juin. Et vous retrouverez toutes les activités liées à cette campagne sur printemps-naturel.be. Je vous invite aussi à aller faire un tour. Ici, vous retrouverez le lien des jardineries dont j'ai parlé, donc qui est un réseau de jardinerie labellisé Jardiner sans pesticides pour vous donner des conseils et vous proposer des alternatives intéressantes. Voilà, moi j'en ai terminé. J'espère ne pas vous avoir endormi et avoir répondu à certaines de vos questions. Et voilà, je reste disponible si vous avez des questions plus précises. Merci. Merci beaucoup, Perrine. Voilà, c'était très intéressant. Moi, j'ai suivi ça avec grande attention. J'invite juste les gens à ne pas partir trop vite. Je vais lancer un petit sondage donc de satisfaction pour voilà, avoir des retours sur le niveau de satisfaction et du contenu, hein. On peut toujours s'améliorer. D'ailleurs, l'objet de l'enquête dont le lien se trouvait dans les dias juste avant, c'est pour avoir justement une idée des préférences sur les sujets, sur les formules de formation qu'on pourrait proposer l'année prochaine. Et donc voilà, tout ça se prépare et on aura besoin d'un maximum de réponses. Voilà. J'ai noté quelques questions. Je vais revenir tout début. Alors, est-ce qu'il y a une toxicité de Tilia tomentosa, donc on parle des tilleuls, sur certains hyménoptères? Question de Anne Léger.
Ouf! Alors, là, je vais pas pouvoir vous répondre, surtout que voilà, c'est pas la variété de tilleul dont j'ai parlé, donc je vais pas pouvoir vous répondre directement, mais en tout cas, heu, on note bien votre question et on reviendra vers vous, à ce sujet-là. C'est un peu trop précis pour que je vous réponde en direct, mais Bastien, si tu as les coordonnées de la dame, Oui, on ne manquera pas de lui répondre, après ce bah, oui, webinaire. j'avoue ne pas savoir non plus. C'est, heu, c'est intéressant donc je vais de toute façon prendre note et on reviendra. Si j'oublie, n'hésitez pas à revenir vers moi, voilà, mais normalement, on aura toutes les questions du chat, en enregistrement. Alors oui, donc autre info, hein, là c'est juste une information, mais c'est bon à savoir. Pour bénéficier de la prime plantation, il faut un écart de maximum 70 centimètres entre les plants dans le rang. Donc pour la haie, hein, c'est toutes les infos se trouvent, donc sur, Yes We Plant, hein, Ouais, ouais, avec là, les vous retrouverez vade-mecum. vraiment, ouais, vous dans le Vademecum, en fait, c'est vraiment complet et vous retrouverez toutes les infos, à la fois réglementaires et enfin et informations utiles. Donc, je vraiment, si vous êtes pour planter une haie, je vous invite à le parcourir en priorité. Voilà, voilà. Alors, d'ailleurs, il y a une question sur, la distance à respecter en bordure de champ. C'est pareil par rapport aux maisons ou peu importe en tout cas de ce qui se trouve en dehors de la propriété. Ouais, ouais, Là, la question a été répondue, je pense. ouais. Alors quid de la distance pour une haie centenaire, aubépine, autre essence indigène, qui établissait les limites de propriété? Hem, beh, si c'est mitoyen, du coup, il y a pas de restriction, je pense. Au niveau hauteur, je connais pas, Là, je comprends j'avoue pas que très bien la c'est question du ça coup. sort de mes compétences, d faudrait aussi qu'on se renseigne à ce niveau-là, mais je sais que, bah, voilà, en fonction aussi de l'âge et de la plantation, on fait pas ce qu'on veut, donc on je sais qu'il y a des réglementations bien spécifiques, pour des végétaux d'un certain âge, donc ça vaut la peine de se renseigner, heu, pour ce genre de choses, mais j'ai pas la réponse exacte là. Je sais qu'effectivement, même, si nous, en tant que particulier, on souhaite abattre un arbre, de plus de 30 ans, on doit avoir des autorisations, on peut pas le faire même si cet arbre nous appartient. Donc je sais qu'il y a quand même une législation, assez poussée là-dessus, donc il faudrait vraiment se renseigner, peut-être contacter, les conseils haies Oui. qui doivent avoir plus d'informations là-dessus. Il y avait une question concernant le lierre, mais j'ai pas beaucoup de précisions. C'était au moment où on parlait des plantations verticales. Ouais, Voilà, ce que je peux moi en dire, c'est qu'il faut faire attention simplement à la qualité du mur ou du revêtement, hein, pour laisser, grimper le lierre, il y a lieu de regarder au niveau des joints parce que, ça va s'accrocher et aller puiser l'eau dans le support vraiment. Donc faire attention que si c'est un mur qui est vieillissant, si vous tirez ou vous voulez arracher le lierre pour une raison ou une autre, vous risquez de faire tomber le mur avec. Ça peut être problématique dans certaines situations. Mais sinon, ben voilà, le lierre, en lui-même n'est pas ne met pas en danger forcément le support. Une question de Anne Léger. Comment est gérée l'eau et sa circulation sur les façades verticales, j'imagine végétales? N'est-ce pas très dispendieux en énergie et en technicité?
Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est pas la solution première à utiliser. Donc, on parle bien du mur végétal avec la structure, avec du substrat, etc. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. Il faut l'utiliser quand on n'a aucune autre solution de végétalisation, hein. Si on a la possibilité de végétaliser par le sol, donc enfin faire une plantation au sol qui va grimper, ça reste la solution la plus durable. Maintenant, j'en ai parlé parce que ça existe et qu'on parlait de verticalité et que dans certains cas, au niveau des milieux urbains ou très urbanisés, quand on doit amener de la végétation, mais c'est parfois la seule solution et donc ça reste quand même intéressant à utiliser pour renforcer la végétation et profiter de ses bénéfices. Donc voilà, il faut utiliser ce système quand on n'a pas d'autre, quand on n'a pas d'autre choix. Petite précision qui a été faite à l'instant, donc pour la haie mitoyenne, s'il y a plus de 30 ans, apparemment, ces arbres seraient protégés, hein. Mmh, ouais, On c'est a ce que je disais, hein, Ouais, mais c'est ça. j'étais pas sûre pour les haies, mais je sais qu'en tout cas, il y a une législation pour les arbres, donc il y a probablement, une législation pour les haies aussi, quoi. Alors, je remonte. Alors, est-ce qu'on promeut la plantation de fruitiers en espalier sur les façades? Mmh, J'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, c'est toute une technique, hein, la plantation de fruitiers, ouais. en espalier, ça demande, des tailles, assez rigoureuses. Moi, Voilà. j'ai pas Moi, l'expérience moi-même, mais voilà, moi je pars ju vous m'entendez encore? oui, oui. Hein? Heu, est-ce qu'on promeut? Je dirais pas spécialement. Enfin, encore une fois, hein, comme je l'ai dit souvent pendant ce webinaire, tout dépend vraiment de la situation et des conditions et cetera. Maintenant, si vous avez la possibilité d'avoir des vrais fruitiers dans votre jardin, bah, voilà, le côté palissé, contre un mur, bah, ça va être moins intéressant au niveau déjà de la récolte, au niveau de ce que ça va pouvoir apporter et de la taille de l'arbre. Donc si c'est la seule solution, pourquoi pas? Pour avoir des fruitiers, pourquoi pas? Mais moi, je partirais pas sur ça en premier lieu, quoi. Ça reste toujours, il faut toujours regarder l'intérêt de l'arbre, enfin et de toutes les contraintes et avancer comme ça. Mais si vous avez la possibilité d'avoir des fruitiers en port naturel, je pense que voilà, c'est quand même plus intéressant. Maintenant, si on n'a pas d'autres possibilités, pourquoi pas? Mmh. De nouveau sur le sujet des fruitiers, on c'est vrai qu'on n'a pas parlé des vignes, il y a notamment des kiwis, qui peuvent grimper, donc c'est vrai que c'est toujours plus intéressant, peut-être pour nous personnellement, d'avoir des fruits qui puissent pousser dessus, hein. Heu, voilà, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire, hein, tout ce qui est fruitier, tous les intérêts aussi. Pourquoi pas combiner l'ensemble? Mais voilà, c'est vrai qu'il faut voir aussi au niveau rusticité et entretien. Je pensais aussi à la vigne vierge, quand on parlait Des invasives, oui. c'est invasif? Oui, Ah zut! elle est dans la liste des invasives, oui. Ah d'accord. Ouais, Parce ouais, que c'est je pour ça, c'est bien pour Ouais. ça que, voilà, j'en ai pas parlé, je vais dire, Mmh. dans les plantes grimpantes, enfin, je l'ai pas citée dans les plantes grimpantes parce que, elle est considérée, enfin, elle est dans la liste, elle est reprise dans la liste des invasives, donc D'accord. voilà. C'est dommage. Parce que au niveau accrochage, elle a moins de elle s'accroche, moins fort que le lierre grimpant. Bon, Après, il y a les ouais, comme je le disais, il y a les hortensias, grimpants, enfin mmh, hydrangea grimpants. Il y en a d'autres, tu vois, qui vont fonctionner avec on va dire un type d'accroche, qui va être moins
moins impactant que le lierre. Après, le lierre, si le mur est en bon état, il n'y a pas de souci, hein. Mais effectivement, si c'est un vieux mur, voilà. Faut être prudent pour le support, mais il y a d'autres types de plantes, enfin, de plantes grimpantes qui vont pouvoir se débrouiller toutes seules et qui seront euh, moins ancrées dans les Oui. murs que le lierre. On parlait des lauriers-cerises. Quelqu'un nous fait remarquer que c'est très invasif et est-ce qu'il est encore autorisé à la vente en jardinerie Et ou malheureusement, oui. ah oui, 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 C'est comme les c'est buddléas, encore planté. hein, les Ouais. buddléas, vous en retrouvez encore en pépinière, alors que le caractère invasif est bien connu. Mais malheureusement, oui. Mmh. Disons que au niveau de législation, il n'y a pas encore d'interdiction claire de vente de certaines plantes invasives, parce qu'il y a aussi des niveaux différents pour les plantes invasives. Et d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment juste des recommandations. Donc on déconseille à la Mhm. plantation, on déconseille, mais il n'y a pas d'interdiction claire à la Non, c'est vente. sûr. Mais ici, dans le sujet de l'adaptation, je pense que c'est important qu'on prenne cette notion en compte parce que juste, enfin voilà, à l'instar des frelons asiatiques, pour ne citer que, euh, il y a vraiment un impact sur nos végétaux Mmh. si on utilise des plantes invasives. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment en lien avec l'adaptation au changement climatique et il faut être très prudent dans ce qu'on plante. Surtout justement avec ce climat qui est changeant, mouvant, etc., et qui pourrait profiter et faire proliférer ce genre de plantation, il faut vraiment être prudent avec ce qu'on fait, quoi. Alors, on dit que ce serait bien de parler de tout ce qui est taille, entretien, pour un prochain sujet peut-être. Les périodes de taille, les arbres fruitiers. Bon, c'est vaste sujet. On, on, on va essayer aussi, on a des contacts avec certaines personnes qui sont plus spécialisées. J'avoue que moi, personnellement, c'est pas, Mais après, voilà, c'est, on n'a pas suffisamment de connaissances. c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mhm. Ici, l'idée, c'était de faire le tour de toutes les actions et tout ce qui rentrait en jeu. On ne pouvait pas tout développer. Enfin, on est arrivé à 1 heure et demie de webinaire. J'ai quand même parlé un peu des tailles à respecter. Et, et justement, faut bien comprendre que voilà, les tailles, c'est un vaste sujet, mais vraiment, la règle, c'est plus on va, enfin, les tailles déjà se font de manière raisonnée et douce, et donc au moment où les arbres sont en repos végétatif, donc ça veut dire en automne, si on veut respecter leur cycle. Et pour les vivaces, comme je l'ai dit, non. Alors, sauf exception, mais alors oui, il faudrait développer un beaucoup plus long sujet là-dessus. Mais la plupart des vivaces, on peut clairement leur donner une taille par an et c'est suffisant. Donc voilà, Mhm. on pourrait faire un sujet plus complexe sur les tailles, mais ici, lors de ce webinaire, c'était pas possible d'aller plus Ah loin. oui, Je non, pense que non. les clés, enfin, ou en tout cas bien comprendre, c'est qu'il faut respecter ben, il faut respecter le port naturel au maximum, ne pas éviter la taille avant la floraison, parce que du coup, on supprime cet intérêt, euh, et de faire des tailles, oui, à la bonne saison pour les arbres, arbustes et autres plantes, quoi. Mais effectivement, ça pourrait être un sujet intéressant, même sur la taille douce et raisonnée. Ça, c'est un sujet qui prendrait un webinaire, quoi. Ouais, ouais. C'est sûr qu'on est en train de récolter justement des sujets possibles. On, il y a Anne Léger qui parle aussi des espèces exotiques envahissantes. Ben, on a parlé, bon, c'était au printemps, mais surtout des plantes invasives.
avec notre collègue, Célia qui s'y connaît bien et donc elle reprendra peut-être le sujet l'année prochaine. Voilà, donc je vais tout doucement clôturer, je vois qu'il y a plus trop de questions et il est déjà tard. Encore merci Perrine Mais avec plaisir. et merci à tous ceux qui étaient présents. Voilà, donc peut-être rendez-vous au prochain webinaire. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.